Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à l'École nationale des chartes pour une conférence du cycle Chartistes à l'œuvre, qui, comme vous le savez, donc nouveau cycle inauguré en cette présente année universitaire, qui ne s'appelle plus les mardis de l'École des chartes, puisque ce cycle qui nous permet toujours de présenter l'actualité éditoriale des chartistes a pour principe désormais d'être un peu mouvant dans la semaine. Donc ça peut être comme aujourd'hui un jeudi, ça peut être un mardi, ça peut être un mercredi, d'où la nouvelle appellation qui nous semble correspondre davantage à l'esprit de ces conférences, alors qui demeure, je dirais, sur le fondement les mêmes. Il s'agit de, je le répète, de présenter l'actualité éditoriale des anciens élèves, des diplômés de l'école d'une manière globale. Et donc cette conférence, évidemment, respecte bien ce postulat, puisque nous accueillons ce soir donc Pia Rigaldiès, donc ancienne élève de l'école, archiviste paléographe de la promotion 2020. Je vais revenir sur cette promotion un peu particulière du fait de disons de la manière dont les thèses ont été soutenues en 2020, évidemment pour cause de crise sanitaire. Ancienne élève également et diplômée de l'Institut national du patrimoine, qui est désormais conservateur du patrimoine, donc spécialité archives, aux archives départementales du Pas-de-Calais, où vous êtes, donc Pia, responsable du service des archives contemporaines. Je pense que voilà, ça va être un petit peu un fil directeur, les archives contemporaines. Je voulais signaler effectivement que c'est une grande joie de vous accueillir pour la présentation de la publication de cette thèse, la thèse que vous avez soutenue donc précisément en 2020 pour l'obtention donc du diplôme d'archiviste paléographe, d'autant que cette thèse, je le dis d'emblée, on ira un petit peu plus avant dans la présentation, a obtenu donc en 2020 précisément le prix de la meilleure thèse en histoire de l'art de la promotion, le prix La Salle Cerba. Donc c'est un point important qu'il faut rappeler, qui déjà un gage donne une idée de la qualité qui a été celle de votre travail. Et pour donc une présentation à deux voix, je suis très heureuse d'accueillir ce soir également donc, comme collègue universitaire donc Monsieur Thomas Golsen, qui est maître de conférence à l'Université de Lille, rédacteur en chef de la revue Perspective, également responsable de la collection Iconophilie, donc aux presses du Septentrion, collection dans laquelle est précisément publié votre travail, Pia, ce soir. Donc voilà, donc c'est une présentation à deux voix que nous allons avoir pour cet ouvrage. Et j'ai particulièrement bien en tête aussi, je dirais, votre soutenance, en particulier Pia, parce que voilà, à l'issue de la soutenance et tout au long de cette soutenance, on a vraiment eu le sentiment qu'on avait à faire un travail tout à fait remarquable. Je vais revenir exactement sur les raisons de cette observation. Alors, c'est effectivement une soutenance de thèse qui je dirais, s'est démarquée pour un certain nombre de raisons. Je crois qu'on a là, alors je ne suis pas spécialiste d'histoire de l'art, encore moins d'histoire de l'art contemporain, mais à vous écouter, défendre votre travail, on a très vite compris qu'il s'agissait là, et vous le dites d'ailleurs, vous le rappelez dans votre introduction, de faire une histoire pluridisciplinaire de l'art du design, ce qui est, si j'ose dire, alors la pluridisciplinarité, c'est quand même quelque chose qu'on sait faire à l'École des chartes, c'est-à-dire croiser les approches, ne serait-ce que la scolarité et la recherche de cette maison sont très disciplinaires. C'est une étude qui touche bien sûr à l'histoire de l'art, à l'histoire culturelle, à l'histoire des idées politiques, puisque ce sont donc des deux studios de design qui sont saisis sur une dizaine d'années, entre 1964 et 1974, évidemment une période je dirais, en Europe occidentale de bouleversements sociaux et politiques que l'on connaît, et particulièrement aussi en Italie. Ça vous permet de croiser évidemment toutes ces approches. Ce qui fait la particularité aussi de votre thèse, qui est une thèse donc, de l'École des chartes, c'est évidemment le très fort goût que vous avez manifesté à travers ce travail pour l'étude des sources. Des sources qui, je le rappelle, donc, sont des sources d'archives à la fois classiques, donc archives écrites, manuscrites, imprimées, mais aussi archives orales que vous avez constituées. Donc ça, c'est très important. C'est aussi une discipline que
que l'on apprend dans cette école. Et vous avez aussi développé, je dirais, un talent. Ça a été quasiment professionnalisant aussi, cette recherche de sources, puisque vous avez dû produire aussi des instruments de recherche pour des fonds qui étaient totalement inédits. Hein. Donc on a senti très vite qu'il y avait toute cette recherche avec des sources, de photos, passant par les photos, correspondant. Vous avez tous les types en fait, de supports d'archives contemporaines, constitué des archives orales, et eu vous-même à faire preuve déjà de qualité d'archiviste que vous êtes aujourd'hui. Donc ça, on l'a senti. Donc je dirais le goût de l'archive, hein, comme dirait très fort Arlette Farge, mais expérimenté, je dirais, à la chartiste, à travers un sujet de thèse très contemporain et qui s'y prêtait particulièrement. Je voudrais deux choses, donc justement par rapport à cette expérience, signaler que pendant votre scolarité, vous avez, mis à profit cette expérience à travers votre stage international qui a été fait en Éthiopie, si je me souviens bien, sur les archives, les fonds italiens des palais impériaux, et puis d'ailleurs animer dans ce cadre des séances de formation à l'archivistique. Je me souviens des blogs de retour de stage aussi. Vous voyez, comme je me souviens bien de votre parcours à l'école qui m'a vraiment particulièrement frappée. Donc voilà, merci pour ça aussi. On montrait, avant même votre entrée à l'Institut national du patrimoine, voilà, une forte détermination professionnelle dans le secteur du traitement des archives. Et puis je crois que je vais terminer là-dessus, parce qu'évidemment on va laisser place à votre présentation et à la discussion. Ce qui a permis aussi de signaler votre thèse dès sa soutenance, c'est non seulement effectivement, je dirais, ce qui est l'essence même du travail de l'archiviste et de l'historien ensuite, hein, c'est-à-dire cette capacité à s'emparer des sources primaires, mais aussi la forte capacité à l'analyse et à la prise de hauteur. Hein, voilà, on part du micro au macro, et ça, vous l'avez fait, je dirais, magnifiquement. Donc c'est une étude qui est complète, panoramique, pluridisciplinaire. Voilà, je dirais une étude modèle de ce qu'on peut faire en histoire de l'art contemporain à partir de fonds, je dirais pas forcément évidents. Merci en tout cas à tous les deux. Je vous cède la place pour la présentation, et encore un immense merci de nous faire l'honneur et la joie de vous présenter votre travail ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la directrice. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir, d'avoir bravé la pluie, pour venir vous réchauffer peut-être pendant 1 heure ou 2, 1 heure, allez, au soleil de l'Italie, soleil de Turin qui est peut-être pas le plus chaud. Mais en tout cas voilà, merci d'être là. Merci à l'École des Chartes pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de revenir entre ces murs et sur ces bancs que je n'ai pas quittés depuis très longtemps. Parce que c'est ici qu'est né, que sont nées ces recherches, qui ont continué à grandir par la suite, mais c'est ici qu'elles sont nées, et plus que ça, c'est cet établissement qui m'a permis de les mener en soutenant des projets de recherche extrêmement variés, de l'histoire antique à l'histoire presque, on peut le dire, du temps présent. Puisque l'École des Chartes, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est à la fois un établissement de formation au métier du patrimoine, mais c'est également une institution qui laisse une très grande place à la recherche dans le parcours de ses élèves, de ses étudiantes et de ses étudiants, avec l'idée, je suppose, de faire de nous aussi bien des praticiens que des professionnels des archives. En tout cas, je parle pour mon cas, puisque effectivement, après l'École des Chartes, je suis devenue conservatrice du patrimoine en spécialité archives après une formation à l'Institut national du patrimoine. Le sujet de la conférence de ce soir, donc comme vous l'avez compris, est en grande partie le fruit de mes travaux de thèse d'École des Chartes, thèse que j'ai soutenue sous la direction d'Agnès Calu en 2020, sous le titre, alors accrochez-vous, il est un petit peu long, Italie, design et politique, fabrique d'un modèle et transfert culturel vers la France, 1964, début des années 1990, et ce n'est pas fini puisqu'il y a un sous-titre, étude basée sur les archives de Groupe Ostrom et de Studio 65 à Turin. Cette thèse a été publiée un petit peu plus de 2 ans plus tard, en novembre 2022, aux Presses universitaires du Septentrion, sous le titre, pour le coup beaucoup plus court,
Radical Pop, le design politique à Turin de mai 68 aux années de plomb. Donc, entre-temps, j'avais un petit peu travaillé mon esprit de synthèse dans les titres. Voilà. Pour co-animer la conférence de ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Thomas Golsen, donc, qui a été présenté, mais je pense qu'on peut le faire encore de nouveau, docteur en histoire de l'art, maître de conférence à l'Université de Lille, et actuellement rédacteur en chef de la revue Perspective de l'Institut national d'histoire de l'art. Mais il est aussi, et surtout pour le sujet qui nous concerne ce soir, le directeur de la collection Iconophilie, qui a accepté de prendre le risque de publier cette thèse d'école des Chartes. Et déjà, je le remercie chaleureusement d'avoir accepté cette proposition. D'une part parce que ça va nous permettre de mener cette conférence, en tout cas pour la deuxième partie, sous la forme d'une discussion. Donc j'espère que ça sera pour vous vivant et stimulant. Et ça va nous permettre surtout d'aborder des questions qui sont peut-être moins souvent mise en avant, celle de la fabrique d'un livre, de la transformation d'un travail académique en livre, ce qui n'a rien d'anodin, ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'ai pu m'en rendre compte. Voilà. Et ça sera aussi l'occasion de parler d'enjeux éditoriaux qui voilà, sont pas que des enjeux bassement matériels. Il y a aussi des questions intellectuelles derrière, des questions qui font avancer notre rapport avec notre sujet de recherche et que j'ai découvert, puisque c'est la première fois que je publie un ouvrage, et qui m'ont beaucoup intéressée. Et puis, on consacrera aussi un moment aux enjeux méthodologiques de la recherche, plus particulièrement aux sources écrites, orales, mais aussi aux sources dessinées, qui ont été à la fois consultés, collectés et confrontés à l'occasion de cette recherche. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des élèves qui sont... si, il y en a une, il y a au moins une élève qui est actuellement encore à l'école des Chartes, mais je pense que c'est des questions qui peuvent intéresser plus largement des personnes qui font de la recherche actuellement aussi. Alors, j'ai envie d'entrer dans la présentation de cet ouvrage à la manière dont on présenterait une pièce de théâtre, notamment une pièce de théâtre classique, avec son unité de lieu, de temps et d'action. Je pense que cette histoire que je raconte a un potentiel dramatique assez important. En tout cas, je veux dire par là qu'il y a une dimension romanesque. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à l'écrire et j'ai trouvé qu'elle s'écrivait et se racontait assez bien. Et peut-être que ceux qui ont eu le courage de lire le livre s'en sont rendus compte. Alors, la première unité, c'est l'unité de lieu, puisque l'histoire se passe dans la ville de Turin. Une ville à la sociologie très polarisée, avec d'une part une très grande bourgeoisie, qui s'est formée notamment sur une richesse industrielle, mais aussi une forme d'aristocratie intellectuelle qui n'est pas négligeable, et d'autre part une population ouvrière très importante qui travaille en grande majorité pour les usines Fiat qui se situent dans les quartiers périphériques de Turin. Il faut arriver à imaginer que à cette période, donc les années 60-70, le monopole de l'entreprise Fiat à Turin est assez écrasant. C'est un monopole industriel, évidemment, puisque toute l'activité économique se résume à l'industrie automobile, mais c'est également un monopole qui pèse sur la sphère culturelle, intellectuelle et artistique. Et donc ici, vous avez une caricature qui a été publiée dans un journal de l'association interfaculté des universités en lutte, c'est le titre exact, en 1968, donc dans les archives de Turin, qui résume, à mon sens, assez parfaitement la situation pyramidale et de ce monopole qui a à sa tête une famille, la famille Agnelli. Pour vous donner un seul exemple qui est assez parlant, je trouve, la famille Agnelli, en plus de posséder les usines Fiat, possède la Stampa, qui est l'organe de presse local. Et donc voilà, je pense que c'est assez parlant et ça résume bien la situation.
La deuxième unité, c'est l'unité de temps, puisque le livre se concentre exactement sur 10 années, de 1964 à 1974, donc cette charnière entre les années 60 et les années 70. C'est un moment très bref, même à l'échelle de l'histoire du design. C'est un moment très bref, mais ça correspond très exactement à la naissance, au développement et à la mort de ce que j'ai appelé le design radical pop, qui n'est autre, on reviendra là-dessus, que la déclinaison turinoise du design et de l'architecture radicale. Donc 1964-1974, 1964, cette première date, c'est celle de la première occupation de la faculté d'architecture de Turin, une sorte de répétition du mai 68 italien, donc très en avance sur le mouvement parisien, on l'oublie souvent. Là, vous vous trouvez donc dans la cour du château qui est le siège de la faculté d'architecture, pour ceux qui connaissent un peu Turin. Et en 1967-1968, a lieu donc la générale, enfin, je veux dire la première, l'événement en lui-même, le mai 68, mais donc du coup qui avait déjà été préparé les années précédentes, et entre cette image et celle-ci, donc il y a 4 ans, mais on voit que les modalités de contestation des étudiants ont évolué, puisque on passe d'une occupation, j'ai envie de dire, gentille, dans la cour de la faculté, à une occupation appelée par les étudiants une occupation continue, c'est-à-dire qu'ils se sont installés dans les salles de classe, dans les amphithéâtres, etc. Et donc ils vivent pendant plusieurs mois dans la faculté. Et 1974, c'est la date de la dissolution des 2 groupes que j'ai étudiés. Alors d'une manière assez discrète et un peu progressive pour l'un des 2 groupes, groupe Ostrom, et d'une manière beaucoup plus fracassante pour l'autre groupe, Studio 65, puisqu'une partie des membres de ce studio s'expatrie en Arabie Saoudite, exactement à la date de 1974. Donc c'est clairement la fin de l'utopie, la fin de cette épopée de jeunesse de ces 2 groupes. Et enfin, la dernière unité, c'est l'unité d'action. Et donc on en vient au cœur du sujet. Les 2 groupes que j'ai étudiés de manière parallèle, Studio 65 et Groupe Ostrom, qui sont les acteurs de cette histoire. 2 collectifs donc, qui se sont formés tous les 2 dans le contexte de la faculté d'architecture de Turin, qui ont tous les 2 participé aux différentes phases d'occupation, que ce soit celle de 1964 et celle de 1965. Alors à la différence, c'est que Groupe Ostrom, les voici, c'est un groupe d'assistants à la faculté, donc c'est-à-dire que ils sont assistants des professeurs, donc ils sont un peu en tampon entre les professeurs et les étudiants. Et le Studio 65, c'est un groupe vraiment d'étudiants. Donc ils se sont formés un peu dans le même contexte, au même moment. Ils se connaissaient évidemment beaucoup, ils se fréquentaient quotidiennement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont travaillé ensemble, au contraire. Ils ont travaillé de manière parallèle ils n'étaient pas amis non plus. C'est-à-dire qu'ils ont très rapidement porté 2 mémoires assez divergentes des événements du mai 68 turinois, du mai 68 des architectes. C'est là-dessus que s'est fondée leur relation des années 60 jusqu'à nos jours. Donc voilà, c'est Groupe Ostrom, en l'occurrence, porte la mémoire des assistants. Studio 65, celle des étudiants. Voilà, à qui la primeur de savoir qui a été le plus haut sur la barricade, qui a lancé le plus de pavés, etc. C'est un peu pour résumer
ce qui les anime. Mais en tout cas, je les ai étudiés de manière parallèle, puisqu'en fait, c'est assez évident qu'ils sont créés en même temps, ils ont produit des choses très similaires, des objets qui se ressemblent beaucoup. Et donc, c'était intéressant de les comparer. Une photo du deuxième groupe, Studio 65, qui est beaucoup plus nombreux. Alors, autant c'était vraiment une photo des années 70, de la période où ils étaient constitués pour le premier groupe. Là, c'est une photo de la fin des années 70, donc c'est déjà un studio très éclaté. Il y a une partie qui travaille en Arabie Saoudite. Mais voilà, c'était pour que vous puissiez mettre des visages sur les noms et sur les personnes dont on va parler ce soir. Ensuite, je pense que vous êtes venus aussi, je sais qu'il y en a dans la salle qui sont venus pour voir des objets de design et pour parler d'histoire du design. Donc voilà, on en arrive à la question de l'univers des formes, de cet adjectif radical pop, qui est le titre de mon ouvrage. Et voilà, pour vous expliquer un petit peu l'idée à travers ce mot valise qui comporte à la fois l'adjectif radical et l'adjectif pop, c'était d'expliquer qu'on est dans une situation d'objets qui présente des influences métissées entre le pop art et l'architecture radicale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces deux courants qui se sont créés, en tout cas pour le deuxième, en réaction au premier, l'architecture radicale étant en réaction en fait à tout ce que le pop art pouvait comporter de frivole, pouvait comporter de tout ce qui était lié à la société de consommation. En fait, l'architecture radicale était en réaction avec ça, apportait un discours politique beaucoup plus fort. Et on était déjà entré dans les années 70, où la société de consommation, on comprenait déjà que c'était la fin et qu'il fallait commencer à réfléchir autrement. Finalement, des questions qui nous intéressent beaucoup aujourd'hui. En tout cas, voilà, l'idée c'était de dire que, en fait, à Turin, sur cette dizaine d'années que j'ai étudié, les deux influences se sont mêlées, bien que ces groupes aient revendiqué davantage une appartenance au mouvement radical, puisque c'est finalement ce mouvement radical qui a tiré son épingle du jeu, qui aujourd'hui est beaucoup plus valorisé, on en parle de plus en plus, il y a eu vraiment un courant historiographique qui s'est intéressé ces dernières années à l'histoire du design radical. Donc en fait, voilà, ils se sont raccrochés à cette étiquette qui est assez intéressante, qui valorise aussi leur action politique, mais il ne faut pas oublier que les deux influences se mêlent. Donc de façon assez schématique, je vais essayer de vous montrer comment, à travers quelques objets emblématiques. Pour commencer par le pop art, quelques éléments caractéristiques qu'on peut repérer dans ces objets du pop art. Tout d'abord, ce sont des objets qui sont truffés de références culturelles, de références à une culture plus ou moins populaire, donc comme cette bouche de Studio 65 qui est un canapé. Je pense que vous avez compris la référence à Dali. D'ailleurs, ils ont eu un procès de Dali. On peut comprendre pourquoi. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'interprétation. Voilà, c'est une référence assez littérale. C'est pas l'objet que je préfère personnellement. En tout cas, c'est celui qui a connu le succès le plus important. Mais voilà, ce sont des références culturelles assez fortes. Autre objet, avec des références culturelles aussi assez littérales, donc un chapiteau ionique qui est descendu de son piédestal pour être posé à terre et devenir une sorte de pouf sur lequel, à vrai dire, on glisse beaucoup. C'est pas vraiment confortable, mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est de désacraliser un élément d'architecture classique et de le mettre à la portée de tous et de pouvoir s'asseoir dessus. Je pense que c'est pas arrivé à grand monde de pouvoir s'asseoir sur un chapiteau ionique. Le pop art, une des composantes, c'est aussi le kitsch. Le kitsch naît de la rencontre entre l'industrialisation, la culture, la consommation de masse
et l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Donc voilà, ça donne des objets un petit peu particuliers, qui sont, je pense que vous avez commencé à le comprendre, qui sont davantage là pour porter un discours que pour être des objets véritablement fonctionnels, et pour porter un discours qui dérange la société bourgeoise turinoise. Avec toujours dans les titres des références, beaucoup de références à la culture antique. Alors c'est aussi le fait que dans ce groupe Studio 65, il y avait beaucoup d'étudiants grecs, puisqu'il y a eu beaucoup de partenariats entre la Grèce et l'Italie dans les années 60-70 pour faire venir des étudiants grecs dans les facultés d'architecture. Donc voilà, c'est une des explications. En tout cas, ce kitsch dans le pop art, c'est aussi une revendication à un droit au mauvais goût. Et c'est la face la plus visible du rejet de l'architecture moderne. On y reviendra. Le pop art, il s'inscrit aussi dans le choix des matériaux. La plupart, quasiment la totalité des objets que vous verrez ce soir sont fabriqués en mousse de polyuréthane. Donc c'est une mousse fabriquée à partir de matériaux plastiques qui a été utilisée d'abord dans l'industrie automobile. Évidemment, on est à Turin, donc c'est pas anodin. Et c'est une mousse en fait qui gonfle, c'est-à-dire qu'on peut la stocker sous vide et ensuite elle se met à gonfler. Et ça donne des possibilités, ça offre des possibilités techniques assez intéressantes puisque c'est extrêmement mobile. Et donc là, cet objet, Platone, c'est le gros pré, donc permet de se jeter entre des brins d'herbe sculpturaux, monumentaux, stylisés, qui ploient sous le poids de l'usager. C'est donc des meubles aussi, il faut que je dise, qui ont été fabriqués par une entreprise turinoise, piémontaise, qui s'appelle Gouffram, qui à l'origine était une entreprise tout à fait classique de meubles en bois, voilà, et qui du jour au lendemain a décidé de se lancer dans cette aventure du polyuréthane, ce qui correspond quand même à une prise de risque commerciale, je pense qu'on a du mal à imaginer. Et donc c'est spécialisé dans la sculpture de cette mousse et à éditer la totalité des objets de ces deux groupes. Voilà. Le pop art, c'est aussi... ça se caractérise aussi par le fait que les designers et les architectes se lancent dans des typologies de projets dans lesquels ils ne se seraient pas lancés en fait 5 ou 10 ans auparavant, c'est-à-dire plus précisément, pour les deux groupes qui nous intéressent, des salles de spectacle par exemple. Donc là c'était un projet d'une salle de spectacle pour la Triennale de Milan en 1968. Alors, quand vous voyez ces trois noms, De Rossi, Ceretti et Rosso, en fait, c'est Groupe Ostrum. Mais Groupe Ostrum, avant de devenir Groupe Ostrum, c'était une agence d'architecture de 3 architectes qui s'est ensuite agrandie avec 2 autres étudiants et se sont formés en tant que Groupe Ostrum à partir de 71-72. Et donc, pour être vraiment précis, là, c'est vraiment seulement ces 3 architectes. Donc là, on est encore sur des poufs, toujours en polyuréthane. D'autres types de projets, par exemple des devantures, des boutiques. Donc là, une boutique à Turin, avec tout un jeu de miroirs, encore cette grande théâtralité, ce jeu avec les références antiques, cette grandiloquence très ironique, puisque c'est la base quand même de tous ces objets. Vous l'avez compris, c'est des objets ironiques qui nous mettent un peu mal à l'aise, qui nous poussent un peu à nous interroger sur leur usage, sur leur sens. Voilà. Et le troisième type de projet un peu nouveau, ce sont des discothèques. Ces deux groupes se sont lancés dans des projets de discothèques. La plus connue, c'est celle donc, de ces 3 architectes qui ont ensuite formé le groupe Ostrum, qui s'appelle le Piper Club à Turin. En fait, Piper, c'était une franchise. Il y en avait plusieurs en Italie, il y en avait à Rome, il y en avait à Florence. Et eux
un entrepreneur en fait leur a commandé ce lieu qu'ils ont réalisé. Ils ont réalisé toute l'installation du lieu, mais aussi les assises. Et en fait, l'entrepreneur s'est retiré au dernier moment, comprenant que c'était un peu trop ambitieux pour lui. Et les 3 architectes ont décidé de reprendre le lieu et de le gérer. Donc en plus d'être architectes le jour, la nuit, ils animaient une boîte de nuit. On en reparlera, qui s'est transformée en un réel lieu culturel. C'était pas seulement une boîte de nuit. Donc voilà, des nouveaux projets, des nouveaux publics aussi, puisque ces 2 groupes se sont intéressés au public des enfants, en créant des objets à leur mesure, des objets qui incitent au jeu, qui incitent à la mobilité, et qui encore une fois portent des références très explicites et très imagées. Ensuite, l'aspect radical. L'aspect radical, pour moi, il se retrouve dans le discours que ces objets portent sur le corps, avec une remise en question de l'idéal de rectitude du corps. On le voit très bien sur cette photo. Des corps qui sont volontiers avachis. Je ne sais pas si vous le savez, mais les poufs avec des billes que l'on voit un peu partout, c'est plus trop à la mode, aujourd'hui, mais il y a 10 ans c'était très à la mode. Voilà, des poufs avec des billes, ça a été inventé à Turin en fait, par 3 architectes turinois, et ça a été commercialisé par une entreprise milanaise qui s'appelle Zanotta. Donc voilà, c'est un peu à Turin qui est née cette idée du corps qui s'avachit, du corps qui ne s'avachit jamais 2 fois de la même manière dans un même objet. Ça, c'est aussi assez intéressant. Du corps qui s'avachit, mais aussi du corps qui vit au ras du sol, de manière beaucoup plus allongée. Ça aussi, c'est des idées qui se sont développées avec la génération 68 Ardes. Peut-être je peux vous remontrer l'image des étudiants qui occupent la faculté. Voilà, il y a aussi un lien dans cette expérience du corps avec les expériences d'occupation de l'université. Le corps aussi, il y a une réflexion sur les rapports entre les corps, entre plusieurs corps. Cet objet qui était l'affiche de la conférence de ce soir, en fait, l'idée c'est qu'on peut réunir les feuilles d'acanthe, comme on peut les séparer. Donc ça peut devenir des assises individuelles, mais ça peut aussi être un grand canapé. Ça dépend de la tournure que prend la soirée, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est comme ça que les designers expliquent le projet. Donc un discours sur les corps, un rejet du modernisme et du fonctionnalisme sur lequel s'est basé le mouvement de l'architecture moderne, de tout ce que le mouvement moderne charrie comme valeur, comme idée, le minimalisme, la neutralité, l'ascèse, enfin c'est des valeurs, vous voyez bien, qui sont des valeurs morales presque finalement. Et donc là, à partir de 68, ces jeunes designers, architectes revendiquent en fait le droit pour l'architecte d'exprimer sa subjectivité à travers ses projets, au même titre qu'un autre artiste. Ils revendiquent aussi d'inverser la doxa du mouvement moderne. Vous savez, le mouvement moderne, ça repose sur cette idée que la fonction suit la forme. En fait, eux, l'idée c'est presque l'inverse. C'est que la forme... non, c'est plutôt l'inverse. Que la forme suit la fonction, pardon. Eux, l'idée c'est l'inverse. C'est que la fonction suit la forme. Donc ils créent des objets, libre à vous d'en trouver une utilité, en fait. C'est aussi le dévoiement de cette doxa à des fins politiques. Alors, avant de parler de ça, je vous ai mis un exemple de la manière dont s'exprime ce rejet du fonctionnalisme. Alors, c'est peut-être pas très parlant comme ça, vous comprendrez mieux avec l'image suivante. Cet objet qui s'appelle la Tornerai, qui veut dire tu reviendras, en fait, c'est un objet donc, qui a une forme. Là aussi, je vais me tromper, je vais dire concave à la place de convexe, mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que, normalement, quand on voit cet objet, on n'a pas envie de se jeter dessus. C'est-à-dire que c'est quand même une forme qui est repoussante. On ne voit pas très bien non plus sur l'image, mais le revêtement, c'est des petits carreaux, comme des petits carreaux d'une salle de bain. Donc, c'est pas censé être très accueillant non plus. Mais l'image d'après, vous comprenez mieux qu'en fait, c'est une forme qui est vide, et que quand on s'assoit dessus, l'air s'échappe, et on se retrouve comme dans un pouf.
Donc en fait, on trompe l'usager avec une forme qui n'est pas accueillante, en plus qui imite le carrelage de salle de bain, et finalement on se sent très bien dedans. Donc voilà, c'est ça l'idée d'inverser la doxa moderniste. Et l'idée c'est aussi un dévoiement de la fonctionnalité à des fins politiques explicites. Alors là, c'est un projet non pas d'un des deux groupes, mais d'un artiste qui s'appelle Piero Gilardi, qui est mort il y a quelques mois, qui est un artiste de l'art pauvre, un mouvement qui est né à Turin exactement à la même période, qui a des liens extrêmement forts avec l'architecture radical pop, avec le design radical pop, et lui a navigué entre l'art pauvre et l'architecture radicale, et là il crée une assise qui est en fait inspirée du matelas qui se replie rapidement, un peu du matelas de camping, et il explique qu'en fait c'est inspiré de l'occupation de la faculté à laquelle il a participé puisqu'il était très très militant. Et donc voilà, c'est un fonctionnalisme avéré, mais détourné à des fins qui sont explicitement politiques. Et enfin, l'architecture radicale, ça va vous paraître totalement incompatible avec tout ce que je viens de dire, mais l'idée, dans sa plus pure définition, c'est de ne plus produire d'objets du tout. Puisqu'en fait, c'est une réaction à la société de consommation. Les architectes, les designers ne veulent plus travailler avec les grandes industries, ne veulent plus vendre leur âme au diable en travaillant avec ces grandes industries. Et donc l'idée, en fait, c'est de ne plus produire. Et parmi les deux groupes, il n'y en a qu'un seul qui allait vraiment au bout de l'idée. C'est Groupe Ostrom, qui était sûrement le plus politisé, qui, lorsqu'il a été invité à participer à la grande exposition, l'exposition culte pour l'histoire du design italien, Italy, The New Domestic Landscape, au MoMA, en 1972, a décidé de ne pas présenter ses productions, de ne pas présenter des objets qu'il avait pourtant déjà produits, mais de venir avec 3 romans photos qui racontent les luttes turinoises pour le logement salubre des ouvriers turinois, enfin plutôt des ouvriers qui venaient du sud de l'Italie travailler dans les usines Fiat. Et ce sont des luttes dans lesquelles les architectes ont trouvé assez facilement leur place en tant que professionnels et en tant que militants. Et c'est peut-être le geste le plus radical qu'ait fait ces deux groupes, mais vous comprenez bien qu'il y a un décalage entre la façon dont ils se représentent et puis la production qu'ils ont quand même réalisée, parce qu'il s'agissait aussi de vivre. Alors voilà, ça c'était leurs objets. Je voulais finir cette présentation de mon ouvrage en essayant de prendre un petit peu de recul, en vous racontant, enfin en vous disant en quoi, selon moi, le design est un observatoire assez intéressant de l'Italie contemporaine. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert avec ces recherches. Alors tout d'abord, un observatoire de la ville de Turin, puisque j'ai beaucoup étudié l'inscription de ces groupes et de leur production dans le territoire de la ville. Et j'ai découvert que Turin, c'était pas seulement un décor, pour reprendre la métaphore dramaturge, c'est pas seulement un décor de théâtre, c'est une véritable scène artistique, culturelle, qui a été très dynamique pendant cette période. C'est aussi une véritable condition esthétique, c'est-à-dire que c'est parce que Turin existe c'est par son histoire économique, industrielle, politique très forte, c'est par cette histoire que ces objets existent, et c'est par cette histoire que ces objets ont été produits à Turin, et pas à Florence par exemple, et pas à Milan. Et donc, pour la petite histoire, j'ai vécu un peu à Turin, j'ai vécu au moins 6 mois de manière consécutive. Donc je me suis vraiment inscrite dans ce territoire et j'ai apprécié avoir cette approche géographique de mon sujet en considérant Turin comme un véritable terrain
terrain de recherche, comme des sociologues pourraient parler d'un terrain. Et je vous montre cette carte parce que elle résume le rapport que j'ai eu avec cette ville. J'ai rencontré les acteurs de cette histoire qui sont encore vivants pour la plupart. Et donc j'ai pu cartographier les relations qu'ils avaient entre eux, mais qu'ils avaient aussi avec des lieux. Et on voit que des lieux polarisent ces faisceaux de relations qui forment à la fois le réseau de l'architecture radicale et le réseau de l'art pauvre, puisque ils se sont construits vraiment ensemble, même si c'est l'art pauvre que l'historiographie a plutôt retenu. Et il y a un lieu qui polarise toutes ces relations, un lieu où se retrouvent beaucoup ces acteurs, c'est le Piper Club, je vous en parlais, qui était aussi un lieu culturel dans lequel qui est un petit peu le miroir de la scène artistique et culturelle de Turin, qui a vu passer en fait tous les artistes de l'art pauvre qu'on connaît encore aujourd'hui. Ici, une exposition des tableaux de Pistoletto, donc un artiste très important de ce courant, de ces tableaux miroirs. Donc là encore, vous voyez dans le reflet du miroir qu'on est dans cette discothèque. Vous voyez que les gens ont quand même une cravate et un costume. Donc ça reste une discothèque quand même avec des gens qui se comportent de manière très correcte. Donc on est quand même parmi des élites intellectuelles et culturelles, faut pas l'oublier. Ici, une photo où on voit derrière des sculptures de Marisa Merz et des gens qui dansent au milieu, comme quoi c'est possible à cette époque en tout cas de faire la fête en même temps. Art contemporain et fête vont de pair. Ici, une représentation du Living Theater, donc un groupe de théâtre expérimental américain. Les acteurs entourent les spectateurs. Les gens ont toujours un costume et une cravate. Hein. Et ici, la photo est pas très bonne qualité, mais on voit en fait un bout de mousse de polyuréthane qui circule entre les danseurs de la discothèque. Et en fait, c'est une performance de l'artiste Piero Gilardi qui était vraiment le grand maître du polyuréthane. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu l'ambiance turinoise de ces années. Je vais rester sur cette photo. Et puis, un observatoire de l'Italie contemporaine, puisqu'en fait, toutes les césures de l'histoire du design correspondent à des césures importantes de l'histoire de la société italienne. C'est pas anodin, c'est parce qu'en fait, le design, c'est au croisement des champs que sont l'histoire économique, que sont l'histoire industrielle, l'histoire sociale, puisque c'est des objets qui font partie de l'intimité, qui font partie du quotidien des gens qui les achètent, de l'histoire culturelle, c'est des objets qui portent un discours, c'est des artefacts, on peut appliquer une histoire matérielle de la société qui a produit ces objets. Et puis ce sont aussi des objets d'art qui flirtent avec la sculpture, avec le multiple d'art. Donc il y a énormément de champs qui se croisent et qui se rejoignent sur ces objets. Pour vous donner quelques exemples de ces césures qui correspondent bien, les années 60, donc déjà la fin du miracle italien et l'âge d'or de la collaboration entre les grandes entreprises milanaises et les designers de renom. Donc en fait le design est au cœur de cette société de consommation et de ce miracle italien. Et en fait, suite au mai 68 italien qui débouche sur l'automne 68 où les choses dérapent un petit peu, c'est un peu c'est l'entrée dans les années de plomb et dans cette période d'attentats. Là aussi, les groupes que j'ai observés, on distingue une césure nette dans leur histoire, puisqu'en fait, suite à ce glissement, à cette radicalisation, c'est très difficile de porter un discours politique. Les intellectuels de gauche dont font partie ces designers se font tout petits. Il y a un discrédit qui est
quasi automatique du Parti communiste italien, de tous les partis de la gauche extra-parlementaire, donc des dissidents du PC. Et donc c'est à partir de là que ces designers commencent à se faire tout petits. S'ajoute à ça la crise pétrolière, la difficulté à s'approvisionner en matière plastique, dont la mousse de polyuréthane. Donc voilà, la fin de leur trajectoire en 1974 n'a rien d'anodin et colle parfaitement avec l'histoire générale. Pour vous donner juste un exemple, il y a une personne qui a fait la navette entre ces deux groupes, qui s'appelle Adriana Garizio, et qui en 1976 a été arrêtée alors qu'elle occupe un poste d'assistante à la faculté de Turin. Elle est arrêtée en possession de documents qui prévoient l'évasion de prisonniers ainsi que l'enlèvement de membres de la famille Agnelli. Donc voilà, c'est assez symptomatique de ces trajectoires. Et d'ailleurs, tous les articles de la Stampa s'amusent beaucoup du fait que rien ne laissait présupposer chez cette mère de famille un peu bourgeoise un tel engagement auprès des Brigades Rouges. Et voilà, en l'occurrence, elle fait partie de cette histoire et elle a participé à ces projets. Je ne sais pas du tout quelle heure il est et je parle beaucoup trop. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'aurais encore d'autres choses à dire, mais c'est pas grave, on va passer aux questions. Voilà, dans un premier temps, voilà, revenir un petit peu sur les sources et la méthodologie de recherche, et après sur le travail éditorial. Oui, alors moi je voulais quand même dire à quel point le livre de Pia est original, parce que c'est pas une histoire classique du design, dans le sens, ça vous le dites au début du livre, que c'est pas une histoire des designers héroïques qu'on voit le plus souvent, avec une suite de grands noms comme je sais pas, en Italie, Ettore Sottsass ou Enzo Mari. Là, c'est des mouvements qui sont beaucoup moins connus. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à un type de livre, un type de recherche dans une autre discipline qui est plutôt la micro-histoire italienne, ou la micro-histoire en général, dans le sens où on va pas prendre une figure très connue, mais par contre très caractéristique d'une époque. En plus, c'est une époque qui est à la fois très étudiée du point de vue de l'histoire politique, de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle. Mais pour l'histoire du design, c'est peut-être un peu une époque qui est entre deux périodes beaucoup plus étudiées, beaucoup plus connues, notamment toute l'histoire du design milanais, le bel design, comme on disait pour le design des années 50, début des années 60, et puis ensuite le design postmoderne, qui revient à Milan aussi, notamment avec Memphis, qui est là aussi très connu, qui a un peu écrasé toute cette période intermédiaire. Et en plus, c'est une histoire que vous racontez, vous parlez de théâtre, c'est une histoire un peu triste quand même, je dirais pas que c'est une tragédie, mais c'est l'histoire d'un déclin, finalement, après ses aspirations à changer le monde par la production d'objets ou par le refus d'objets. Et cet oxymore que vous avez inventé, le radical pop, déjà, il faut le faire pour inventer un concept en histoire de l'art ou en histoire du design. Et ça décrit bien, finalement, pour moi, le cœur de cette recherche, c'est de faire surgir la complexité d'une situation, la complexité de ces artistes, de ces architectes, de ces designers qui voulaient échapper aux cases et qui, en même temps, se retrouvent dans plusieurs cases simultanément. C'est aussi toute la complexité politique de cette époque où on peut avoir les discours, les attitudes les plus radicales et 5 ans plus tard, se lancer dans le commerce néolibéral le plus absolu, sans qu'ils y voient eux-mêmes forcément une contradiction. Donc c'est vraiment passionnant pour toutes celles et ceux qui s'intéressent justement à savoir comment est-ce qu'on peut passer de ces années 68 pleines d'élan révolutionnaire à ce qui va suivre, que là, dans le titre du livre, est résumé sous
sous le terme des années de plomb, mais c'est pas simplement le mouvement politique lié au terrorisme d'extrême gauche italien, c'est vraiment d'extrême droite. Et de l'extrême droite. C'est aussi, disons, une chape de plomb qui s'abat sur la culture, la société italienne. Alors, pour suivre la discussion, donc on avait imaginé de dialoguer autour vraiment de la fabrication déjà de la recherche et puis ensuite de la fabrication du livre. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé en lisant le manuscrit, donc qui était la thèse au départ, c'était l'attention à des sources qui sont pas évidentes à manier, qui sont de différents types, qui sont notamment des sources personnelles, des sources privées. Et donc, j'aimerais bien déjà que vous reveniez là-dessus, sur, en tant que chartiste, comment vous avez fait pour aborder ces sources qui n'étaient pas du tout classées, comme on pourrait le voir dans des archives institutionnelles. Il y a un prérequis à la thèse d'école des chartes, c'est de travailler sur des sources primaires, si possible, qui n'ont pas été éditées, voilà. Donc moi, je me suis un peu mis la pression là-dessus, parce que c'est pas forcément facile en histoire du design, en histoire de l'art contemporain, de travailler sur des sources. C'est pas aussi intuitif, en tout cas pour les chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Et donc c'était vraiment, pour moi, mon objectif numéro 1, c'était, d'accord, tu veux travailler sur l'histoire du design, mais d'abord trouve des sources. Et j'ai découvert cette scène turinoise, cette réflexion possible sur l'articulation design et politique, mais il fallait vraiment trouver des sources. Et j'ai eu la chance de connaître ces groupes que j'ai vus cités dans des livres, et de réussir de coup de téléphone en coup de téléphone, de mail en mail, à les approcher et à entrer en contact avec eux et à découvrir qu'ils avaient des archives. Forcément, quand on a travaillé sur quelque chose, on produit des documents, et si on les a pas jetés, ils existent encore. Et donc il a fallu parfois que je force un peu la porte, que je mette le pied dans la porte pour y accéder. Pour tout vous dire, il y a un groupe où ça a été très facile, on m'a ouvert les portes, on m'a dit fais ce que tu veux, viens quand tu veux, ça a été vraiment très simple. L'autre, ça a été beaucoup plus compliqué, et il a fallu que il a fallu vraiment les convaincre. Et je me souviens que j'ai monnayé l'accès à ces sources par la création d'instruments de recherche, d'inventaires, parce que je me suis dit, la seule expertise que je peux apporter, c'est ça. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à avoir accès aux sources qui, effectivement, n'étaient pas classées. Donc j'ai essayé de les mettre en forme un petit peu intellectuellement pour que ça ressemble à quelque chose. Mais ça n'a pas été facile. Une fois que cette partie-là a été assurée, ça m'a permis d'avancer beaucoup plus sereinement et d'envisager de sortir des seules sources privées, donc conservées en main privée à Turin, dans les agences en fait qui ont pris la suite ou qui partiellement ont repris les activités de ces groupes. Donc de sortir du seul cadre des archives privées en confrontant les archives privées aux archives publiques. Et donc j'ai fait un peu de dépouillement aussi aux archives de Turin, notamment pour confronter les souvenirs. Donc quand je dis souvenirs, c'est aussi les archives orales que j'avais collectées, que j'avais produites avec les protagonistes, pour confronter leurs souvenirs des événements politiques de la faculté à ce qu'en disaient les archives publiques. Et j'ai été très déçue, parce que les archives publiques ne disaient pas grand-chose. Donc à partir de là, quand on a des acteurs qui nous racontent avoir été des protagonistes très importants dans ces mouvements, et que les archives de la préfecture de police sont complètement... sont complètement muettes sur leur existence, ça pose quand même question. Et voilà, dans ces cas-là, on essaye de rebondir et on se dit, qu'est-ce que peut nous apprendre le vide ? On n'a pas le choix de toute façon. Et le vide, il nous apprend beaucoup de choses en fait. Il nous apprend que déjà le souvenir subjectif d'une période où on avait 20 ans, quand on en a 80, il y a forcément un décalage.
Mais ça nous apprend aussi autre chose, ça nous apprend que les sources publiques, celles qui sont conservées dans des institutions, dans des services institutionnalisés, etc., ne sont pas des sources qui pourraient paraître objectives, neutres. Là, en l'occurrence, c'était des sources qui étaient produites par la police. Donc c'est tout sauf neutre. C'est le regard de l'autorité sur des individus. Et si les noms de mes designers n'apparaissent pas, c'est tout simplement qu'ils n'étaient pas assez turbulents pour représenter un trouble à l'ordre public. Voilà ce que ça dit. Mais en tout cas, voilà, j'ai manipulé des sources très variées, privées, publiques, écrites, dessinées, même si j'avoue avoir eu à être portée plus naturellement vers les sources écrites, du fait de mon ancrage institutionnel à l'école des Chartes, et des sources orales aussi, puisqu'on est formé à l'école des Chartes aux entretiens oraux, discipline qui est plutôt née dans le champ de la sociologie, mais que l'histoire aujourd'hui et l'histoire contemporaine a fait sienne. Et ça m'a énormément servi, puisque j'ai mené une campagne d'archives orales auprès des acteurs de cette scène turinoise de façon assez large, des designers, des architectes, mais aussi des artistes, des industriels. J'ai essayé de faire les choses le plus large possible, des galeristes. Et voilà, ça a donné lieu à, je sais plus, une vingtaine d'heures d'enregistrement qu'il faut retranscrire. Mais voilà, c'est une matière qui est extrêmement, qui est passionnante, les sources orales. Oui, ce qui est très frappant aussi dans le livre, c'est qu'au bout du compte, vous arrivez à faire la part entre ce que les archives personnelles vous donnent d'informations vraiment objectives. Certaines, c'est très facile parce que c'est des factures ou c'est des choses vraiment quantifiables. Et aussi ce qui relève de la subjectivité d'un récit, par exemple quand ils se mettent en avant en disant c'était moi qui ai été le leader sur l'occupation de la faculté d'archi, ou ce genre de choses. Et donc vous arrivez aussi à avoir la bonne distance. Enfin, il n'y a pas une sorte de complaisance dans le fait que vous avez trouvé les sources et donc c'est la vérité. Et de même, la parole des acteurs de l'époque, vous avez une certaine distance par moment vis-à-vis de ce qu'ils racontent. Et ça, c'est très sensible parce que vous comparez tout le temps en fait les différents récits et les différentes sources. C'était l'intérêt d'avoir deux groupes en parallèle à étudier en fait, c'est que ça évite cet écueil et ça permet de mettre en perspective. Et effectivement, cet écueil de la géographie, je l'ai identifié assez rapidement en voyant l'historiographie autour du design, particulièrement italien, qui est parfois un peu à mi-chemin entre la brochure commerciale et la géographie de grandes figures. On est très centré sur les hommes et sur les quelques femmes de cette histoire, et assez peu sur les conditions économiques, industrielles, sociales. Enfin, voilà, j'ai vraiment voulu accentuer sur ces facteurs-là, sur ces déterminants-là. Et c'est pour ça que le laboratoire de la ville de Turin était très intéressant. Mais l'autre écueil, c'était aussi d'arriver à sortir de ce laboratoire et à sortir de la monographie. Et bon, on en parlera peut-être aussi un petit peu après, mais ma thèse était beaucoup plus large que cette double monographie. J'avais vraiment voulu prendre de la hauteur, ce qui était d'ailleurs un exercice pas toujours facile dans le temps contraint de la thèse d'école des Chartes, avec aussi peu de recul sur notre recherche. Mais pour le livre, on est revenu à quelque chose de plus monographique. On peut peut-être aborder ça maintenant. C'est que même le titre de la thèse que vous avez énoncé tout à l'heure comportait la question des transferts culturels entre la France et l'Italie. Donc qu'est-ce que vous vouliez faire avec ça ? Ah, bonne question. Je voulais avoir mon diplôme d'archiste paléographe. Non, non, pas du tout. Je voulais essayer de manipuler des concepts, de trouver un juste équilibre entre l'empirisme des archives et puis des concepts, voilà, de les faire dialoguer. Donc j'avais cette idée des transferts culturels. Quand on a étudié ce terrain, on se demande, est-ce que ça a fait école ? Est-ce que ça a essaimé ailleurs ? Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la France et que j'ai essayé de voir ce que ça donnait en France.
Et en fait, j'ai pu me rendre compte que le design radical pop n'a pas vraiment essaimé. C'est plutôt au moment du design post-moderne, au début des années 80, que là, il y a des vrais liens qui se sont créés avec des groupes français, mais que de manière générale, la France a été très en retard sur l'Italie, sur le design, parce qu'un tissu industriel moins dynamique, prise de risque des industriels moins forte, donc forcément moins de créativité, moins d'objets complètement paranormaux comme ça. Mais en tout cas, on a retranché un bon tiers de la thèse pour en faire un livre. Et je pense que de toute façon, c'est un passage obligé. Parce que une thèse d'école, c'est un travail académique, et on a beau avoir mis beaucoup de cœur à l'écrire, c'est pas un livre. Et c'est pour ça que le travail que j'ai fait avec vous était intéressant et m'a fait prendre beaucoup de recul sur mes recherches aussi. Il y a aussi quelque chose, c'est que le livre, mais bon, déjà la thèse n'était pas que centrée sur les archives et vraiment le dépouillement et l'analyse ligne par ligne, mais il y avait aussi un recul grâce à une réflexion théorique et grâce à une lecture aussi de tout un corpus de livres théoriques de l'époque. Donc c'était aussi un travail d'histoire intellectuelle qui permettait justement de montrer que leur situation, leurs propos qui vous tenaient en direct, ce que vous lisiez dans leurs archives personnelles, etc., ça correspondait aussi à des réflexions que d'autres faisaient au même moment, des critiques du design ou des théoriciens de l'architecture ou des philosophes comme Baudrillard, par exemple, que vous mobilisez pas mal, ou Gillo Dorfles en Italie. Donc ça, peut-être vous pourriez revenir aussi sur la façon dont vous avez essayé d'articuler vraiment cette lecture très très précise et pointilleuse d'archives, et aussi une lecture que je dirais aussi pointilleuse de livres, mais plus théorique et peut-être un peu plus distant. C'est l'enjeu, c'est le défi que je m'étais fixé, d'arriver à faire ce grand écart entre le très particulier et le général. Et tout l'intérêt de la recherche, c'est d'essayer de tisser des liens entre les deux, et c'est toute la difficulté aussi. Moi, je trouve que, excusez-moi l'expression, mais c'est extrêmement casse-gueule de faire ça. C'est extrêmement difficile. Je pense pas que c'était une franche réussite, mais dans ma thèse, mais en tout cas, je l'ai tenté. On a réduit un peu cette voilure pour le livre, aussi pour me laisser d'autres sujets d'exploration par la suite. Mais comme je vous disais que j'ai senti très rapidement que le design, c'était à la croisée de plein d'histoires culturelles, industrielles, d'énormément de champs, de possibilités d'interrogation. Et ben, il fallait inscrire ce laboratoire turinois dans une histoire plus large. Et j'ai voulu, dans ma première partie, brosser à plus grandes enjambées l'histoire du design italien des années 60 aux années 90, pour montrer dans quel mouvement intellectuel ça s'inscrit, et réfléchir à des césures, puisqu'au final, c'est ça l'histoire, c'est de réfléchir à des césures qui correspondent aussi à des césures de l'histoire de l'Italie contemporaine. Et donc, voilà, d'essayer de réfléchir à cette articulation. Et j'ai toujours considéré que le design sous l'angle d'une histoire matérielle, c'est-à-dire ces objets existent, qu'est-ce qu'ils nous disent des gens qui les ont produits, qu'est-ce qu'ils nous disent des sociétés dans lesquelles ils ont été commercialisés, des gens qui les ont achetés, pourquoi ces gens les ont achetés. Voilà, je ne me suis pas simplement arrêtée à l'histoire des formes, qui est très intéressante, mais qui n'était pas ce qui me motivait le plus. Et c'est pour ça que je pense que, très honnêtement, c'est assez peu un travail d'histoire de l'art, et c'est plus un travail d'histoire à mon sens. Mais voilà, j'étais à l'école des Chartes, et je pense être plus historienne dans le fond qu'historienne de l'art. Et c'est pour ça que j'avais besoin de raccrocher ça dans une histoire plus globale. Mais en tout cas, je trouve extrêmement difficile de passer de cet extrême particulier qui est Turin sur 10 ans d'histoire à manier des concepts, manier des lectures philosophiques, sociologiques, mais c'est des lectures qui sont indispensables pour comprendre
le design et pour comprendre aussi la manière dont ils réfléchissaient eux à l'époque. Et pour donner sens à ces archives aussi que vous exhumiez. Et alors justement, vous dites, j'ai plus fait finalement un travail d'histoire, mais comment est-ce que ça a été reçu alors à l'école des Chartes quand vous avez annoncé que vous alliez faire une thèse sur le design italien? Bah, ça va. Non, très bien. Enfin, ce que je disais, c'est que l'école des Chartes a cette tradition d'être très liée à l'histoire médiévale, etc. Mais quand on regarde aujourd'hui les thèses publiées, enfin pas publiées, mais soutenues chaque année par les élèves, on se rend compte de l'extrême diversité des sujets. Et je trouve que c'est assez bluffant. Et ça montre qu'il y a une méthode chartiste, une façon d'approcher les sources qui, à mon sens, est applicable à toutes les époques et à tous les types de sources. Une méthode de critique des sources qui s'applique aussi bien à un cartulaire médiéval qu'à un mail des années 2010. Et d'ailleurs, dans mon corpus de mes annexes de thèse, il me semble, j'avais édité un mail. Donc on peut faire énormément de choses avec ces outils-là, et c'est ça qui est intéressant. Et l'école des Chartes m'a soutenue. Ce qui était difficile, c'était d'avoir quelqu'un à l'école des Chartes qui puisse m'accompagner sur ce sujet-là. Et donc du coup, j'ai plutôt travaillé avec une chercheuse qui s'appelle Agnès Calu et qui n'est pas professeure à l'école des Chartes. Mais on peut faire énormément de choses avec des concepts de diplomatiques qui ont été formés au 19e et qui trouvent encore leur pertinence aujourd'hui. C'est ça qui est assez fou, je trouve. Alors, je vois que le temps file. Peut-être on peut parler maintenant de la façon dont on a travaillé ensemble pour transformer la thèse en livre. Ouais. Donc, alors moi je dois dire de mon point de vue d'éditeur que déjà je trouvais la thèse quasiment irréprochable. C'est pas le cas à chaque fois. Je publie d'autres thèses dans cette collection où il y a beaucoup plus de travail sur la forme, sur le détail, justement la façon dont les sources sont mobilisées, etc. Et là, même sur juste la manière d'écrire, il n'y avait vraiment pas grand-chose à revoir. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Et vous voyez comment Pia est très ordonné, très clair. La thèse était comme ça aussi. Donc on a travaillé plus sur finalement l'unité du livre. Parce que il me semblait que le projet qui était celui de la thèse de parler à la fois de ces groupes, de ces deux groupes de designers et des transferts culturels France-Italie, pour moi, au bout du compte, ça faisait comme deux livres. Il y avait deux projets en un, et c'était de toute façon trop long aussi. Et donc là, on a pas mal réfléchi au début, ça c'était vraiment au début du processus, en disant est-ce qu'on garde la troisième partie, donc cette partie vraiment consacrée à ce qui se passe après, c'est les échos en France du design radical pop. Et donc moi j'ai suggéré plutôt que vous gardiez ça pour une autre publication et que ça faisait un objet aussi cohérent en soi, mais qu'on se concentre sur la situation à Turin dans ces années-là, qui me semblait déjà faire un sens. Et du coup la question des transferts culturels a un peu disparu du livre. Il y a une question qui reste, qui était quand même centrale dans la thèse, c'est la question de l'italianité. Alors peut-être vous pouvez en dire deux mots, parce que au début ça paraît pas trop, et puis ça devient de plus en plus important en fait. L'italianité, c'est tout simplement de se demander qu'est-ce que le design italien. Est-ce qu'il y a une véritable unité, est-ce qu'il y a une véritable identité, et comment le design devient un critère de définition culturelle en fait d'un pays. Vous voyez déjà dans les concepts que je manie qu'il y a énormément de travers à ce genre de réflexion, puisque c'est très essentialisant, mais en tout cas il y a eu dès les années 70 l'idée de se dire que le design italien était assez constitutif
de l'Italie, qu'il y avait un génie italien qui se caractérisait, qui s'incarnait dans ces objets. Et les années 80-90 l'ont confirmé, puisque le design italien est devenu vraiment un objet de marketing. Enfin, le Made in Italy, aujourd'hui, c'est du marketing. Donc, j'ai envie de dire, l'Italie de Berlusconi a su se saisir de cette idée-là pour faire rayonner l'italien à l'international. Mais en tout cas, c'est déjà dans les années 60-70 une question qui se pose. Et donc j'ai essayé, voilà, c'est un des concepts que j'ai essayé de manipuler. J'ai essayé déjà de voir si ce mot apparaissait à l'époque, dans les textes, dans les discours. Donc, ça apparaît chez Barthes. Voilà, c'est essentiellement d'ailleurs. Ouais. Et en fait, ça revient un peu à faire une histoire des mentalités, enfin plutôt une histoire des représentations. Mais du coup, je vous retourne aussi la question, puisque vous avez travaillé sur la Renaissance italienne, sur un peintre italien qui s'appelle Carlo Crivelli. C'est l'objet de votre thèse. Et donc, qu'est-ce que vous, l'italianité, qu'est-ce que ça vous évoque, et voilà, à la lecture de ce livre, est-ce que ça vous a éveillé d'autres réflexions sur ce concept-là? Alors, Carlo Crivelli, c'est un peintre du XVe siècle, et comme vous savez, au XVe siècle, il n'y a pas d'Italie. Il y a des royaumes, des républiques, et donc c'est un territoire complètement morcelé politiquement. Donc en fait, l'italianité, moi, c'était pas du tout un concept que je pouvais utiliser. Enfin, les historiens de l'art spécialistes de cette période parlent jamais d'art italien, en fait. Enfin, il faut vraiment des grandes sommes. Par exemple, il y a le livre de André Chastel qui s'appelle L'art italien. Ok, mais parce que c'est une grande somme qui fait un peu l'assemblage de ce qui se passe à Florence, à Venise, à Rome, etc. Et par exemple, moi, je définis Carlo Crivelli comme un peintre vénitien, pas comme un peintre italien, parce que au XVe siècle, ça ne fait pas de sens en fait de parler de peintre italien. Un spécialiste vous dirait que voilà, entre un Vénitien et un Florentin, il n'y a pas plus opposé en peinture. Donc c'était intéressant pour moi de voir que ce concept, il prenait un sens historique, mais même plus tard que la réunification italienne finalement. Et en relisant les passages de Barthes sur l'italianité, c'est intéressant de voir que le design n'apparaît pas dans les exemples qu'il prend. Je ne sais plus ce qu'il prend comme exemple, mais c'est plutôt des exemples alimentaires. C'est les pâtes, ouais. La pizza, enfin je ne sais plus exactement ce qu'il dit, les pâtes je crois essentiellement, et puis il y a un autre exemple. Il parle de Panzani et il dit que c'est une marque qui incarne l'italianité à l'international alors que c'est même pas une marque italienne. Donc, voilà, pour vous montrer enfin, pour lui, l'italianité, c'est vraiment une image plus qu'une réalité. Et d'ailleurs, c'est ce que vous montrez aussi, c'est que les auteurs italiens qui parlent de l'italianité ont énormément de mal à la définir, voire définir ce que c'est que le design italien. Enfin, c'est impossible en réalité, mais ça se voit de l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se voit de plus en plus au moment où l'Italie, d'une certaine manière, tire le trait sur ce passé politique des années 60 et devient une espèce d'entreprise qui vend sa propre image. Mais du coup, pour faire le lien entre vos recherches et mes recherches, effectivement, moi j'en suis arrivée à la même conclusion. C'est que si j'ai choisi un territoire aussi délimité que Turin, c'est qu'en fait, l'italianité n'existe pas en tant que telle. Il y a des cités-États qui développent une culture du design, mais qui est très liée au contexte d'une ville. Et donc, parler d'un design italien, ça ne marche pas. Et donc, du coup, voilà, entre le 15e et le 20e, on retrouve les mêmes conclusions, en fait. Mais même pour l'art contemporain, enfin, c'est très présent en Italie. Par exemple, l'Arte Povera, c'est Turin. Ouais. Et même si certains viennent de Rome, ou bon, il y a Yannis Kounelis qui est grec aussi, mais quand même, c'est basé à Turin. Et c'est conçu comme ça, comme un mouvement turinois. Et d'ailleurs, c'est très intéressant dans votre livre que vous montrez qu'il y a des connexions
entre ce design qui a l'air pop, qui a l'air très superficiel et joyeux, et les artistes de l'arte povera qui étaient vraiment dans le refus du luxe, qui étaient dans même le refus de faire œuvre aussi, parce que la mousse expansée, c'était quelque chose qui pouvait être détruit dans l'instant d'après. Donc les performances de Piero Gilardi, etc., les happenings de Marisa Merz, c'était dans cette entreprise de ne pas faire de l'art de galerie, en gros. Et c'est intéressant que vous montrez que malgré ces apparentes oppositions, il y a des points de connexion, notamment avec Piero Gilardi et son usage de la mousse expansée, du polyuréthane. Donc encore une fois, c'est un éloge de la complexité historique. On a pas mal travaillé aussi sur le titre, mais ça on va peut-être pas y revenir. Vous l'avez dit qu'il fallait réduire de toute façon on l'a trouvé au dernier moment. Et on a beaucoup réfléchi sur fou comme un titre, ça peut sur le titre, parce qu'il y avait plusieurs éléments qu'il fallait absolument mettre. Il y avait radical, pop, design. Il y a trop d'éléments. Et puis Turin. Il fallait qu'on arrive à combiner tout ça. Et finalement, vous avez trouvé la bonne formule. Et puis on a travaillé sur d'autres aspects aussi dans le livre qui étaient peut-être moins sensibles dans la thèse, notamment la place des images. Donc vous l'avez dit tout à l'heure que les objets, c'était pas trop votre centre d'intérêt principal. Mais c'est vrai que ma collection, elle s'appelle Iconophilie, donc à la base c'est une collection un peu qui s'intéresse aux images. Et donc moi je vous relançais tout le temps en disant oui, mais c'est quoi ces objets et alors notamment il y a des objets que vous avez montrés là que moi je trouve les plus intéressants, franchement, c'est les romans photos. Et donc j'ai insisté que vous décriviez un peu plus ces romans photos qui sont incroyables. Enfin, il y a quelques années au Mucem à Marseille une exposition sur les romans photos comme objet culturel. C'était très très intéressant comme exposition. Ça a montré à la fois l'impact du roman photo. Bon, c'est né en Italie. Donc c'est pas du tout pour rien qu'ils ont choisi cette forme-là. C'était très populaire, c'était très mal considéré, c'était considéré par, disons, les élites culturelles comme vraiment de la sous-littérature. Enfin, il y a des pages que vous citez de Barthes là-dessus qui sont ultra méprisantes. Mais ça a été investi par des groupes plus subversifs, plus politiques. Il y a des romans photos situationnistes, et donc il y a les romans photos de groupe Ostrom qui sont des objets vraiment très très riches. Et peut-être vous pouvez en dire deux mots sur la combinaison des images et des textes, par exemple. Je ne sais pas du tout si on va avoir le temps, parce que là, il nous reste 10 minutes. Donc si on garde le temps... Alors du coup, ça me permet de répondre à côté en disant que vous pouvez lire le livre en l'achetant à la sortie. Parce que malheureusement, s'il y a une ou deux questions dans la salle... il est grand temps de les poser. Bien sûr. Désolée, on s'est un petit peu... Enfin, je me suis totalement laissée emporter. Désolé, ma question sera sans doute beaucoup moins intéressante, mais je me demandais justement, vu que ces deux groupes que tu décris, tu dis qu'ils ont l'air de pas beaucoup s'apprécier, comment ils ont réagi au fait d'être associés à 100% dans cette étude, et comment ils ont éventuellement réagi ensuite à ton travail s'ils l'ont vu? Pour le premier, c'est-à-dire celui qui m'a donné accès très facilement aux archives, il y avait une vraie envie d'historiciser leur histoire. Donc du coup, d'un point de vue assez opportuniste, ils se sont dit, c'est les plus jeunes, voilà. Ils se sont dit, je pense qu'ils n'ont pas trop vu de... Ils n'étaient pas contre. Par contre, l'autre groupe qui était même politiquement, idéologiquement beaucoup plus pur, beaucoup plus marxiste, beaucoup plus... je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils étaient pas très contents de mon projet à la base. Et il m'est arrivé d'aller à Turin pour me faire jeter par des vieux de 80 ans.
Et bah quand même, j'ai quand même traversé toute la France et la moitié d'Italie pour venir vous rencontrer, et je me fais jeter parce que mon projet est pas assez abouti, ou je comprends rien à la politique, ou donc c'était pas forcément toujours très bien perçu. J'étais très contente d'écrire en français et qu'ils parlent italien, c'est-à-dire que j'avais pas forcément envie qu'ils lisent le livre. Enfin, donc alors il y en a quelques-uns qui parlent très bien français, qui l'ont quand même lu, et notamment qui étaient ceux qui avaient le plus de recul en fait sur cette histoire et qui s'en étaient le plus détachés, étaient assez contents du résultat, enfin trouvaient ça intéressant. Les autres, j'avoue que j'ai pas trop eu de nouvelles, mais c'est bien comme ça. Enfin, Merci pour ta conférence qui était passionnante, et j'aurais une question qui sera beaucoup plus anecdotique, mais pourquoi partir en Arabie Saoudite dans le cadre de l'un des deux groupes? Bah, j'avoue que c'est une question que je me pose encore, et je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Enfin, c'est pas anodin, mais je saurais pas répondre à ta question, et c'est vrai que récemment je me disais, mais j'aurais pu approfondir davantage cet exil en Arabie Saoudite. De toute façon, je pense que bah voilà, il y a aussi c'est articulé autour de ce choc pétrolier de 74. Donc c'est peut-être un petit peu simpliste de lire les choses comme ça, mais je pense qu'ils ont eu une opportunité et qu'ils sont partis parce qu'ils avaient fait le tour. Ils avaient fait le tour à Turin, et et vraiment ce départ en Arabie Saoudite marque la fin de la jeunesse, de l'utopie, du truc où on est en agence d'architecture, mais on vit dans l'agence, et où on mélange tout, du privé, du public. Et le départ en Arabie Saoudite acte vraiment le fait que maintenant il faut vivre, il faut faire un petit peu d'argent quand même avec ce qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. En fait, j'ai l'impression que ça aurait été il y a 10 ans, il serait allé à Dubaï. Ouais, mais l'Arabie Saoudite, c'est proche quand même de Dubaï. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Ouais, mais je me demande si le développement de l'Arabie Saoudite n'a pas été plus précoce, ouais. Du point de vue des infrastructures, de la modernisation, de l'image aussi qu'il voulait donner, de royaume moderne. Dans les années 30-40, il serait allé aux États-Unis, je pense. Voilà. Mais ils sont quand même assez précurseurs, hein. Ils sentent bien les choses tourner. Longtemps avant tout le monde.